Bienvenue à tous et à toutes. À l'occasion de la Semaine de la langue française, Décryptage reçoit, pour parler de la très polémique réforme de l'orthographe française, un amoureux des beaux mots et de la belle langue, le professeur de lettres à l'Université de Lomé, Ayayi Togoata Apedo Ama. En effet, selon une réforme de l'orthographe votée en 1990 et qui va rentrer en vigueur à la rentrée de novembre 2016, plus de 2400 mots de la langue française vont subir de sérieuses modifications. Choc de simplification du français pour les uns, défiguration de la langue pour les autres. Faut-il hurler avec les loups, avec ceux qui, comme sur Twitter, se sont indignés sous le mot-clé hashtag je suis circonflexe pour dénoncer la disparition de cette particularité de la langue française et d'autres simplifications? Ou faut-il accueillir cela comme une évolution naturelle d'une langue vivante et évolutive remise au goût du jour? Alors, merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, cette réforme, comment l'avez-vous reçue? Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la langue française? Non, vous voyez, les réformes doivent obéir à des nécessités du moment. Alors, il y avait nécessité à réformer. Bon, le constat, c'est que les gens disent que les gens écrivent de plus en plus mal les mots, l'orthographe est mal maîtrisée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'orthographe soit aussi mal maîtrisée aujourd'hui? Est-ce que c'était bien enseigné avant? Si oui, pourquoi ça ne l'est plus? Donc, il faut se poser des questions. L'enseigne tend toujours de la même façon. Donc, toutes les réformes de l'enseignement aussi doivent être repensées. Parce que si on fait des réformes pour lâcher l'orthographe, eh bien, il y a des problèmes. Mais l'orthographe, est-ce que c'est tous les mots qu'on va changer? On dit près de 2400 mots. C'est beaucoup. Mais est-ce que ces 2400 mots, comment la population va en prendre connaissance? Voilà la réalité. Bon, s'il y a des résistances, ça vient du fait que l'orthographe française a une histoire qui date pratiquement de l'an 800, où l'on a eu le premier texte écrit dans cette langue, sous Charlemagne. Donc, à une certaine époque, il n'y avait pas d'organisme pour unifier l'orthographe. C'est ce rôle que joue l'Académie aujourd'hui? Oui, François Ier a créé l'Académie française au XVIe ou au début du XVIIe siècle. Mais avant cela, il y avait des grammairiens à titre privé, comme Vaugelas et d'autres, qui justement disaient tel mot, ça doit s'écrire comme ça, qui établissaient même les règles de grammaire, d'accords, etc. Donc, l'Académie a cette fonction officielle. Alors, professeur, est-ce que vous vous sentez orphelin de l'accent circonflexe qui est appelé à disparaître progressivement et du trait d'union, par exemple? Non, bon, orphelin, pourquoi orphelin? C'est-à-dire qu'on s'adapte, c'est-à-dire que le monde... Vous accueillez cette évolution-là comme une évolution heureuse, la disparition de l'accent? L'adaptation, mais est-ce que le moment est approprié pour le faire? Tout est affaire de timing en la matière. Parce que quand de telles réformes prennent une coloration politique, voire idéologique, on reviendra sur les pesanteurs idéologiques et politiques en œuvre dans cette réforme. Mais à observer de très près, il y a des mots qui sont assez symboliques qui vont souffrir de cette réforme. Par exemple, la tâche. Tâche comme activité, devoir, occupation, voilà. Et tâche comme tâche. C'est complexe, voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourra distinguer les deux tâches à l'avenir? Ben, ce sera le contexte, comme il y a toujours des mots qui sont plus ou moins identiques dans le parler. Ce sont les faiblesses de cette réforme-là? Non, vous savez, l'écriture, c'est un langage qui essaie de traduire l'oral. Mais dans ce cas-là, je crois qu'il faut laisser le temps au temps, que les gens prennent le temps d'apprécier les changements qu'on leur propose et que ces changements soient largement diffusés pour que les gens prennent connaissance. Parce que si la France décide, puisqu'ils disent francophonie, nous sommes des colonies françaises. On nous a imposé le français. Des ex-colonies françaises. Non, nous le sommes toujours, hein, puisque tout dépend de là-bas. Nous sommes indépendants depuis 1960. Oh bon, ça c'est sur le papier. Mais en réalité, vous voyez, quand on parle de francophonie, ça veut dire que, bon, quand est-ce qu'on va nous envoyer ce dossier, nous? Est-ce que nous avons un organisme qui centralise cette langue étrangère? On reviendra à la francophonie, aux conséquences de cette réforme pour les pays francophones hors de la France. On reviendra. Pose, oui. Mais en même temps, il y a une polémique
qui est né en France suite à l'annonce de cette réforme, alors que la loi, en tout cas la réforme a été votée en 1990, cela fait près de 26 ans aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette polémique? Eh bien, pourquoi ne l'a-t-on pas appliqué? Justement parce qu'il y a des résistances. Or, vous savez, quand les gens ont leurs habitudes, on vous dit d'habitude, vous avez par exemple l'habitude de prendre votre petit déjeuner entre 6 et 7 heures. Maintenant, on va vous dire, soudainement, vous allez prendre ça entre 10 et 11 heures. Vous voyez? Tout ce qui est des habitudes, eh bien, on rechigne toujours à en changer. Hein, parce qu'on a modelé notre existence sur des habitudes et les hommes n'aiment pas changer comme ça. C'est toujours compliqué. Surtout si ça doit les obliger à un nouvel apprentissage, à une remise en cause de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été, etc. Hein, parce que l'orthographe, peut-être qu'ils l'ont acquise à l'écrit, eh bien, ça a été un long processus de travail, d'apprentissage. Donc, remettre tout cela en cause soudainement, ça crée des résistances toujours, et même des peurs. Hein. On estime que 45% des Français ne maîtrisent pas l'orthographe française. Est-ce que cette réforme va permettre de démocratiser l'accès à l'orthographe, la maîtrise de la langue? Bon, je ne sais pas, parce que ce n'est pas la première réforme que l'on fait de la langue française. L'écriture de la langue française a subi de nombreuses réformes depuis la création de l'Académie française, bien avant même, avec les grammairiens, etc. Donc, au fil des siècles, il y a des changements pour adapter les mieux, améliorer les choses, etc. Mais on ne peut pas s'y opposer a priori. Mais c'est toujours des problèmes d'opportunité. Est-ce que le moment est favorable? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut justifier ces choses-là. Parce que je dis, si c'est lié à l'enseignement, est-ce que l'enseignement est mauvais maintenant? Voilà la question. Pourquoi ce changement maintenant? C'est-à-dire que c'est ce que les politiques auraient dû dire. On dit on veut simplifier l'orthographe. Pourquoi? On dit les gens maîtrisent mal l'orthographe. Est-ce que les gens ont toujours maîtrisé l'orthographe? Voilà le problème. Parce qu'en réalité, la langue française, à travers son écriture, a toujours été très compliquée. Hein. Par rapport, si vous connaissez certaines autres langues, l'orthographe française, c'est compliqué, ne serait-ce que même la grammaire. Alors, la réforme de la langue, ça se fait à travers l'usage que ceux qui pratiquent la langue, les locuteurs font de la langue. L'usage au quotidien est peut-être l'un des législateurs de la langue. Et en même temps, vous l'aviez expliqué, il y a l'Académie également qui impulse parfois des réformes. Oui, bon, est-ce que l'Académie a cette légitimité-là? Le fait que, bon, on a mis quelques vieux messieurs dans une salle et qui, de temps en temps, disent « il faut ci, il faut ça ». Bon, comment cela se justifie-t-il? Et puis, quand on laisse, disons, la gouvernance de la langue à des gens qui sont complètement coupés du parler ordinaire, voyez-vous, si vous prenez le dictionnaire, les mots nouveaux qui entrent, ces mots nouveaux entrent parce que c'est la population qui l'a imposé. Hein? Si un mot vient, il dure au moins 10 ans, on continue à l'utiliser, bon, les gens disent, bon, on a entré dans la langue et ça entre dans le dictionnaire. On le voit également dans nos langues ici. Vous voyez, quand vous voyez le gangbe, par exemple, vous voyez les nouveaux mots, par exemple, l'argot qui vient. Vous voyez, on dit pour appeler une fille les mots, on dit mimbo. Ce mot-là, ce terme existe depuis au moins 40 ans. Hein, et il s'est inséré, hein, il était nouveau à l'époque, mais il est resté dans la langue, ce qui fait que si on faisait des dictionnaires de chez nous, eh bien, ça entrerait dans cette langue-là. Donc, dans le français, c'est la même chose. Maintenant, il s'agit de la graphie des mots. Comment les écrire? Bon, la chose la plus simple, c'est d'opter pour l'alphabet phonétique. Un peu comme lorsque les colons sont venus ici. Alors, est-ce que c'est ce qui est en train de faire avec le mot oignon, par exemple, qui perd oui, le i? On dit, ça, on écrit une phonétisation oignon, de la langue. Alors que c'est oignon qu'on prononce, donc c'est bon dans ce cas-là, pour simplifier les choses. Mais il ne faut pas avoir peur du changement, parce que bon, c'est toujours, on a des habitudes, mais on dit, bon, on va changer encore, on va aller à l'école à nouveau. Donc c'est ça la crainte. Alors, la peur du changement habite les conservateurs. En France, on les appelle les réactionnaires. Et ceux qui sont les adeptes du changement, du bougisme, du mouvement, ce sont les progressistes. Vous avez parlé tout à l'heure de lutte idéologique. Comment est-ce que tout cela s'articule en termes de... Oui, bon, quand on politise, on idéologise, ça appartient à l'idéologie de toutes les façons. Comment on va écrire la graphie des choses, etc. Pourquoi tel autre? Pourquoi ceci ou pourquoi pas cela? Donc, il y a des choix qui se font.
Mais maintenant, est-ce qu'on organisait un débat populaire dans la société, des réformes, etc. Il faut un long débat, une longue discussion dans la société pour que les gens puissent être convaincus de la nécessité du changement. Parce que, voyez-vous, les changements qu'on impose pour modifier les habitudes, les gens s'y opposent toujours. Vous avez dit, ça a été voté par l'Assemblée en 1990. Pourquoi on a mis 26 ans pour dire, c'est maintenant qu'on va appliquer? Parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie. Pour tous ces changements-là, il faut toujours une pédagogie. Hein? Parce que, bon, pour régler la chose une fois pour toutes, moi je dirais qu'il faudrait adopter l'alphabet phonétique. Hein, que lorsque les Allemands ont fait la graphie de l'élevé dans notre pays, etc., donc ils ont opté pour l'alphabet phonétique, en gros. Donc l'API, l'alphabet phonétique international, donc je crois que ça devrait guider la graphie du français aussi. Alors, cette réforme acte d'une certaine manière la démocratisation de la langue, l'accès à l'orthographe, à plus de vocabulaire pour des gens qui spontanément ne pouvaient pas maîtriser les règles. On sait que les règles sont assez dures à apprendre, à maîtriser. Que d'un autre côté, il y a beaucoup la langue, elle est assez élitaire. Oui, c'est-à-dire que je ne parlerai pas de démocratisation en tant que telle, parce que l'école est obligatoire dans ces pays-là et jusqu'à un certain âge. Bon, mais en réalité, voyez-vous, le problème qui se pose, c'est aussi, il y a les nostalgies liées à l'étymologie de l'orthographe, des mots. Hein. Quand on dit forêt, on veut enlever l'accent circonflexe. L'accent circonflexe avait une valeur dans le temps parce qu'on dit, quand on met un accent, c'est souvent une lettre qui a sauté. On dit forêt, c'était forest avant, qu'on retrouve dans forestier. Ouais, si vous enlevez ça maintenant, ça va être, qu'est-ce qu'on met à la place? Accent grave. Donc on coupe les mots de leur histoire un peu. Oui, voilà, c'est ça le problème aussi. L'étymologie, c'est l'origine du mot. Hein, et souvent, le français est à base de latin, de grec ou d'autres mots, etc. Donc, ça pose des problèmes aux puristes, hein, parce qu'on dit forest, la forest. Bon, on a enlevé le S, on met accent circonflexe. Maintenant, il y a forestier. Celui qui voit forêt seulement, il va se dire, pourquoi il y a forestier, hein? Donc, voilà comment, c'est comme bête, hein, best, hein, bestial, vous voyez? Donc, ça a une valeur. Mais bon, si on choisit... Alors, donc vous regrettez d'une certaine manière cet accent circonflexe? Non, bon, moi je prendrais acte, alors, tout simplement. Alors, vous êtes adepte d'une langue française évolutive, vivante, qui s'adapte aux réalités, ou d'une langue qu'on mettrait dans un sarcophage, qu'on cryogéniserait? Oui, mais toute langue qui n'a plus son dynamisme meurt. Ça devient une langue morte. Donc, ouais, il y a des gens qui parlent de pureté de la langue, etc. Ça, c'est c'est un mythe. Hein, ça n'existe pas. Une langue pure, parce qu'il y a toujours les voisins qui enrichissent votre langue, qui vous donnent des mots. Vous aussi, vous leur en donnez. L'anglicisme est très prégnant aujourd'hui. La langue française, c'est pratiquement 40 ou 50% de mots d'origine étrangère. Les mots arabes, partout, ils sont passés chez nous, en Afrique. Il y a plein de mots africains dans le français. Toutes les colonies, c'est-à-dire c'est des échanges. C'est ça. Vous prenez, chez nous, par exemple, prenez le Guingbé, qu'on parle à Lomé. Mais c'est truffé de mots étrangers. Oui. L'anglais, money, nisobedo, beniglan, burning ground, tous ces mots, etc., qu'on a à tromper, à croire en portugais. Il y a beaucoup, parce que tous ceux qui viennent, ils déposent quelque chose. Tous les colons qui sont passés sur nos côtes ont laissé du vocabulaire. Donc, la langue, tant que le peuple est là, utilise une langue, la langue est vivante. Et son dynamisme, justement, c'est de s'enrichir de nouveaux mots, de nouvelles influences. Est-ce que l'enrichissement peut être étendu au langage SMS, au texto, avec cette nouvelle forme d'orthographe? Est-ce que c'est ça l'avenir de la langue française? Non, c'est-à-dire que la technologie impose une nouvelle forme de langage. C'est-à-dire les SMS. C'est-à-dire ça doit être rapide et pas long parce que ça coûte cher si c'est long et puis le SMS ne prend pas une certaine longueur de mots. 160 caractères pour un SMS. Donc il faut écourter.
Donc, c'est ça, c'est l'alphabet phonétique qui revient. Aujourd'hui, tu vas mettre O et puis J-O, et non O-A-U, aujourd'hui. Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus simple, le plus pratique pour être compris. Mais parfois, là aussi, il faut s'initier. Parce que parfois, quand des jeunes vous ne comprenez rien. Alors, donc là, il faut s'initier à ce niveau-là aussi. Le texto, c'est de la mutilation de l'orthographe oui, mais c'est utilitaire. On en a besoin pour se communiquer rapidement et pas faire de longs textes. Mais la difficulté, c'est que le langage SMS d'aujourd'hui ne fait pas écho aux Français châtiés de Baudelaire ou de Victor Hugo. Oui, c'est autre chose. C'est-à-dire le langage parlé. C'est une nouvelle langue, on va dire. Que le langage parlé n'a rien à voir avec la littérature. Les belles lettres, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on ne parle pas comme on écrit. L'écriture, c'est un autre langage qui copie l'oral. Donc, c'est un langage de la trace qui est emmagasiné, que vous laissez là, et à tout moment, vous pouvez aller ressortir ça et lire. Alors que quand nous parlons, la parole s'évanouit. Alors, est-ce que vous pensez qu'une langue, ça s'enrichit ou ça appauvrit la langue en continuant à s'ouvrir à ces nouvelles innovations sémantiques, j'ai parlé tout à l'heure du dynamique, dynamisme. Du dynamisme des langues. C'est-à-dire que les langues, ça suit un peuple, ça suit des peuples. Mais les peuples sont en contact les uns avec les autres. Et parfois les uns contre les autres, malheureusement, en cas de conflit, de guerre, etc. Mais ces contacts-là, c'est aussi une façon de communiquer. C'est aussi parfois des rapports de force. Et si, par exemple, vous avez des mots anglais, français dans nos langues, et pas le contraire, les Français ne mettent pas... C'est aussi l'illustration d'un rapport de force. C'est comme la culture. Les gens disent choc de culture, etc. Les cultures ne sont pas en opposition, mais c'est surtout des problèmes de rapport de force. Alors, y a-t-il une seule langue française qui s'impose partout ou aujourd'hui, force est de constater, il y a plusieurs langues françaises. Il y a un français qui est plus québécois, un français de France. Même en France, il y a une certaine diversité. Il y a un français typiquement belge, suisse, ivoirien, congolais, gabonais ou togolais, burkinabé. Non, l'uniformité est toujours un appauvrissement. Parce que, voyez-vous, la langue française académique dont nous parlons aujourd'hui, dont il est question, c'est le dialecte d'Île-de-France. C'est-à-dire Paris et sa région. Qui profitait du statut de langue véhiculaire. La langue que tous les autres peuples français parlant d'autres langues ont choisi pour communiquer, pour faire des échanges, pour faire le commerce, etc. Un peu comme le Guingbé aujourd'hui au Togo. Donc, ce qui était plus facile de l'imposer, c'est le roi François Ier qui a sorti un édit, c'est-à-dire un décret de l'époque pour dire à compter d'aujourd'hui, la langue française, la langue d'Oil est la langue des tribunaux, des universités, de l'école, de l'administration, etc. Point. Et on a dû même matraquer des gens dans des provinces. Pour qu'ils abandonnent la langue. Oui, interdit de parler ce qu'on appelait le symbole qu'on mettait au cou des gens sous la colonisation. Les gens, ça vient de France même, le signal. Parce qu'il est interdit de parler auvergnat, il est interdit de parler corse, il est interdit de parler les langues d'oc, etc. Donc, il y a eu une longue répression. Si vous lisez les ouvrages d'histoire sur l'histoire de la langue française et comment elle s'est imposée à toute la France, c'était aussi une longue histoire de répression et de rapport de force de Paris et du pouvoir royal par rapport aux provinces qui parlaient d'autres langues. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est toujours un problème de rapport de force. Qui va imposer, c'est-à-dire, est-ce que c'est les élites du pouvoir, les élites universitaires, les élites intellectuelles qui vont imposer un nouveau tour à la langue française? Le problème se pose. Alors, professeur, qu'est-ce qui va changer en Afrique? On se rend compte que cette réforme pose un certain nombre de problèmes d'ordre politique et diplomatique. Parce que la langue française, la France, là, en partage avec un certain nombre de pays qui font partie de l'espace francophone, l'espace de la francophonie.
Et est-ce que ces pays-là, africains en l'occurrence, devront suivre le pas de la France ou est-ce qu'on peut s'attendre à des réticences ou carrément ou dans des États où les gens diront nous, on n'est pas intéressés par cette réforme? Dans le sens de l'uniformisation des règles, hein, nous serons contraints. Mais comment nous allons recevoir toutes ces consignes, tous ces changements, comment ça va se faire, etc. Nous qui sommes à la périphérie. Ouais, de la civilisation française. Oui, de la puissance française. Donc, ça pose de problèmes. Parce que, voyez-vous, en Suisse, en Belgique, je au crois Canada, que l'Académie française oui, a pris contact avec les instances qui digèrent la langue au Canada, en Belgique et en Suisse pour et ici, la mise en œuvre de cette réforme. Donc l'Afrique compte pour du beurre, encore une fois. C'est-à-dire que nous sommes les éternels wagons de la locomotive et nous subissons. Hein. Personne ne nous contacte, nous. Vous voyez, c'est un certain mépris dans la mesure où on parle de francophonie. Alors, est-ce que nous sommes forcément liés par cette réforme-là que la France vient d'opérer chez elle? Elle est souveraine sur sa langue, naturellement. Oui, bon, puisque c'est sa langue qu'on utilise. Si l'orthographe change, etc., on devra s'y soumettre. Parce qu'on ne pourra plus communiquer. Si on dit, nous prenons le français comme langue de communication internationale, etc., tous les pays africains devront s'aligner sous peine d'incompréhension plus tard. Donc, bon, voilà, ça doit nous servir de leçon aussi. Pourquoi abandonnons-nous nos langues? Pourquoi n'en faisons-nous pas des langues de culture? N'oubliez pas qu'au XVIIe siècle, les linguistes disent qu'il y avait à peu près 15 000 langues dans le monde. Hein? XVIIe siècle. XXIe siècle, à peine 5 000 – 6 000. Et sur le front des disparitions, l'Afrique est bien placée. Des langues qui disparaissent. Donc ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi ne portons pas nos langues au statut de langue de culture, d'enseignement, etc. Hein? Sinon, elles disparaîtront. Alors, est-ce que l'hypothèse d'une appropriation de la langue par les Africains eux-mêmes, de la langue française par les Africains, vous semble une bonne initiative? Les Africains créent une instance à l'instar de l'Académie française pour régir le français? Ou peut-être à l'échelle même de toute la francophonie. Bon, moi, je ne pense pas. Bon, si c'est la langue française, suivons la France. C'est sa langue. Hein? Donc, il ne s'agit pas d'aller faire des Français minoritaires et périphériques à gauche et à droite. On ne se comprendrait même pas. Entre nous et les Sénégalais, on ne se comprendrait pas. Hein? Même entre nous et les Ivoiriens, quand ils parlent leur pidgin, là, on ne comprend pas beaucoup. On pourrait créoliser la langue, parce que le créole... Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des créoles? Regardez la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de langue véhiculaire. Aucune langue locale ne s'est imposée comme langue d'échange. C'est pour ça qu'on crée des créoles. Hein? Et partout, il y a des créoles, comme au Gabon, il n'y a pas de langue véhiculaire. Hein? Là, vous voyez, comme au Bénin, où il y a une langue véhiculaire, le fond, etc., ça ne s'impose pas. Il n'y en aura jamais, tant qu'il y aura une langue véhiculaire. C'est les pays où il n'y a pas de langue. Regardez le Sénégal avec le Wolof. Il est impossible qu'il y ait du créole au Sénégal. Voyez-vous? Donc, c'est là ceux qui n'ont pas de langue véhiculaire, qui n'ont pas choisi une langue eux-mêmes spontanément, une langue non imposée, c'est ceux qui sont obligés d'utiliser la langue du colon comme moyen de communication. Et on trouve ça, surtout ceux qui ne sont pas allés à l'école, pour communiquer entre eux. C'est ça qui crée la créolisation. Alors, professeur, qu'est-ce qui explique selon vous l'affaiblissement du niveau de français de manière générale aujourd'hui? Parce que cette réforme, elle a été suscitée par ce constat. À 45% des Français, on n'a pas les statistiques en Afrique, mais de manière générale, on se rend compte qu'il y a une difficulté pour les gens à maîtriser les règles grammaticales, vocabulaire et tout. Bon, sans vivre sur le territoire français, mais je suppose que c'est aussi le fruit des multiples réformes sans queue ni tête qui se justifient, ne se justifient pas. Vous voyez, dans ces pays démocratiques, souvent quand un ministre de l'Éducation nationale vient, il veut laisser sa trace. Il veut faire quelque chose, etc. On fait des réformes, on revient dessus, on en refait d'autres. Des choses parfois qui ne se justifient pas réellement, parce que n'étant pas indispensables. Ce qui fait que probablement, ça a dû affaiblir aussi l'enseignement de l'orthographe, d'une façon ou d'une autre.
Regardez les techniques de la façon d'enseigner le vocabulaire ou la lecture aux élèves. Hein. Il y a eu des systèmes qui ont évolué. Bon, mais on n'en a pas tellement vu la pertinence parce que ceux qui avaient l'ancien système, est-ce qu'ils ont su lire et écrire? Voilà, souvent quand les gens font des réformes, parfois on fait des réformes pour des réformes. Hein. Regardez un peu le LMD ici. Est-ce qu'on n'a pas fait le bilan de l'ancien système pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? On ne l'a pas fait avant d'adopter parce qu'on dit, les Occidentaux disent LMD, exécution, point. Voilà la réalité. Maintenant, puisque nous ne sommes pas les possesseurs de la langue française, eh bien, nous sommes des locataires. Eh bien, je crois que tant que la France dit c'est ça, on devra suivre. Sinon, on ne se comprendra plus. Alors, fatalement, il faudra s'attendre à ce que d'ici quelques temps, l'impulsion ne vienne de Paris pour dire aux professeurs de lettres que vous êtes et aux professeurs de français au niveau inférieur de mettre en œuvre cette réforme. Oui, forcément, puisqu'il y a des examens nationaux. Il y a le CEPD, il y a le BEPC, il y a le bac. Hein, et à l'université, il y a des départements, et on utilise le français, etc. Donc, forcément, il faudrait harmoniser tout ça. Sinon, ce sera la pagaille. Parce que si c'est comme ça, on ne pourra même plus faire de dictée. Hein? Or, la dictée, comment elle écrit-elle aussi? Vous apportez 20 orthographes en même temps. Et voilà, l'un des obstacles également à l'enseignement de nos langues, c'est ça, parce que l'État n'a pas mis d'institutions sur place, d'académies de nos propres langues, pour harmoniser les choses. Parce qu'on dit, bon, vous allez enseigner vraiment, je ne sais pas moi, les maths en boba. Qui a établi le vocabulaire? Comment on dit abscisse? Comment dire coordonnées? Hein, triangle, etc. Donc, les mots ne sont pas là, alors comment on va faire? Et puis, si certains les inventent, maintenant, il faut que tout le monde soit d'accord sur le même mot, le même vocabulaire. Voilà comment se pose le problème pour nous, Africains, aujourd'hui. Hein, donc, les Français devront nous apporter les changements qu'ils souhaitent et que nous aussi, nous puissions nous y faire pour pouvoir retransmettre ça aux élèves et aux étudiants. Sinon, ce serait l'anarchie. Alors, donc, nous allons devoir, comme de gentils petits scouts, suivre les ordres de Paris, de la France. Comme d'habitude, ça a toujours été le cas, malheureusement. Donc, dans la langue, c'est encore plus fort, hein, puisque c'est l'outil de communication, c'est l'outil d'enseignement, c'est la langue de culture, etc. Et encore, Paris est la capitale culturelle de l'Afrique francophone. Tout ce qui est de la culture, il faut que ça va là-bas. Si vous voulez qu'un écrivain devienne célèbre, il faut qu'il soit béni depuis Paris. Un certain nombre de pays africains font de la résistance. Le Rwanda n'est plus francophone depuis quelques années. Le Gabon, qui a adopté l'anglais comme seconde langue officielle dans l'enseignement et dans le pays. Et un certain nombre de pays également sont tentés par une certaine anglicisation. Aujourd'hui, est-ce que la langue française n'est pas menacée? Ils sont dans l'erreur totale. Hein? On ne change pas de maître. C'est comme si tu es esclave, tu vas changer de maître. Mais ça n'a aucun sens, tu demeures esclave. C'est-à-dire que si on m'avait dit que ces gens, ils commençaient à mettre au programme des langues africaines de chez eux, ce serait ça le changement. Il ne s'agit pas de changer de maître, de passer à l'anglais ou à l'allemand. Ça n'a aucun sens. La difficulté peut-être s'explique par le fait qu'il y a plusieurs ethnies et que ça pourrait créer quelques petites frictions parce que forcément tout le monde... Au Rwanda, c'est plus facile à harmoniser. Justement, parce alors pourquoi, au lieu de passer à l'anglais, ils ne sont pas passés au Kinyarwanda? Voilà le problème. Mais il y a le monde, nous faisons partie du monde. Est-ce qu'on pourra converser avec le monde en Kinyarwanda ou en n'importe quelle autre langue locale? Vous prenez un petit pays comme la Lituanie, 2 millions d'habitants, ils font comment? Oui, mais ils parlent beaucoup l'anglais là-bas. Ils ont toujours inscrit non, l'anglais en seconde langue officielle. C'est l'influence du russe qui est là-bas. Même l'anglais, langue officielle, mais ça ne les empêche pas d'étudier leur langue. Et nous, pourquoi nous ne faisons pas ça? Nous pouvons avoir une langue seconde à portée internationale, certes, mais pourquoi nous abandonnons complètement nos langues? Elles vont disparaître. Je vous dis, les linguistes disent qu'il y a une dizaine de langues qui disparaissent chaque année. Et sur le front de ces disparitions, ce sont les langues africaines, surtout les langues des petites ethnies. Récemment, il y a une langue qui disparaissait, je crois, au niveau de la Namibie, où le dernier locuteur était une vieille dame qui était
Et ça qui se a voit, passé la ça c'est soixantaine. déjà vu dans tous les pays, dans l'ancienne URSS. Il y avait un monsieur, un très vieux monsieur, suite au décès de ses derniers compagnons, il était le dernier locuteur, il y a une vingtaine d'années de sa langue. Et tous les linguistes du monde entier sont précipités sur ce monsieur pour l'enregistrer. Parce que quand tu vois une ancienne langue, l'écrit ne suffit pas. Comment prononcer les mots? Quel était l'accent? Regardez le latin. Nous ne savons pas comment les latins même prononçaient leurs mots, avec quel accent. Hein? On voit les trucs transcrits simplement, mais comment ils prononçaient? Quel était leur accent, etc. On ne sait pas. Regardez l'hébreu, l'ancien hébreu. Maintenant, les Israéliens ont traduit l'hébreu, ont adapté ça, ont modernisé tout. Mais comment les choses se prononçaient avant? Ils ne savent pas. Et ils ont réinventé une nouvelle langue. Non, ils ont réinventé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? C'est ajouter le vocabulaire neuf. Les mots de la technologie, de la technique du progrès, télévision, radio, tout ça. Jusqu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'est comme ça. Peut-être même réaménager un peu la grammaire. C'est comme ça se fait. Donc, mais nous, comme nous abandonnons totalement notre culture, nos langues, à la merci des caprices de l'étranger, c'est ça qui fait que nous sommes beaucoup plus en danger que les autres. D'autant plus que nos économies sont dépendantes. Hein, donc, j'ai parlé tout à l'heure de rapports de force. Or, les rapports de force, c'est surtout économique dans le monde. Et ensuite militaire. Les deux vont ensemble. Si tu n'as pas une économie solide, tu ne peux pas avoir une armée solide parce que ça coûte très cher une armée. Mais de manière générale, on constate un déclin de l'influence française dans le monde. Est-ce que cette réforme-là, cette nouvelle réforme de l'orthographe-là ne va pas précipiter, n'est pas une réponse d'ailleurs à ça? Parce qu'il y a cette difficulté de la langue-là aussi qui rébute certains. Non, il n'y a pas de déclin. Si il s'agissait de la France seule, il y aurait un déclin. Il y a quelques siècles... Mais c'est nous qui faisons vivre le français. Les anciennes colonies. C'est nous, c'est par nous, puisque nous sommes nombreux. L'Afrique de l'Ouest est à peu près 350 millions d'habitants. La plupart des pays, bon, le Nigeria fait la moitié du lot, donc ça veut dire que 170 millions, 180 millions de locuteurs français possibles, avec l'alphabétisation, l'instruction qui avance. Donc nous sommes, c'est nous qui faisons vivre la langue française aujourd'hui. C'est grâce à nous. À la démographie, à notre influence, etc. Si c'est la France, regardez, prenez un pays comme l'Allemagne. C'est l'allemand qui est en déclin. Parce que personne ne parle allemand. En dehors de l'Allemagne, un peu la Suisse, un peu le Luxembourg, l'Autriche, c'est fini. Et c'est des petits pays. Hein? L'Allemagne n'a pas pu s'incruster dans ses anciennes colonies pour imposer. Donc, l'Allemagne, par rapport aux autres, cette langue aujourd'hui, a des problèmes par rapport aux grandes langues. Le français est comparable à l'anglais, par exemple, qui, absolument, elle, est devenue la langue de l'économie. Après l'espagnol, l'anglais, l'espagnol, c'est le français. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Afrique, on peut envisager une langue unique comme ça, ou deux langues qu'on imposerait sur le continent? Non, ça c'est de l'utopie. Parce qu'en même temps, on a parlé du Swahili pour une partie de l'Afrique. Ça peut pas marcher. Le Haoussa dans la partie... non, ça ne se fait pas arbitrairement comme ça, c'est-à-dire l'imposition des langues. Il faudrait qu'il y ait des pays émergents qui sortent, qui s'imposent. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde se met au chinois? Il y a 20 ans, qui voulait apprendre le chinois? Personne. Il dit, je vais faire quoi avec? Il fut un temps, c'était le japonais à cause de l'électronique, etc., l'ordinateur, etc. Mais il faut une puissance pour imposer une langue. Regardez au XVIIIe siècle, le français était la langue de toute l'Europe. Justement. Hein, parce que c'était la grande puissance de l'Europe à l'époque. Comment ça s'appelle, les Voltaire, Diderot, ils étaient invités dans les cours, etc. Et dans toutes les cours des pays d'Europe, les petits princes apprenaient le français. Ils avaient des précepteurs qui leur apprenaient le français, comme l'anglais aujourd'hui. Or, l'anglais a gommé le français à ce niveau-là. C'est justement pour ça que je parlais du déclin de la langue française. Non, je dis c'est nous qui faisons vivre ça maintenant, puisque nous, on n'était pas dans le lot avant. Donc, aujourd'hui, c'est l'anglais qui est la langue internationale, non plus du fait des Britanniques, mais des Américains, de leur ancienne colonie, première puissance mondiale. Donc, il faut justement... c'est une affaire de rapport de force aussi, les langues. Hein, c'est l'expression d'un rapport de force. Alors, donc, ce rapport de force, il s'obtient, vous l'avez expliqué, économiquement. Mais est-ce que la volonté politique également ne peut pas présider à une certaine uniformisation ou
au fait de dégager une seule langue commune ou deux, trois langues régionales pour tout le continent africain? Je dis ça ne se fait pas arbitrairement, ces choses-là. Alors, comment ça devrait se faire? On n'en a pas forcément besoin. Hein? C'est-à-dire que les choses se feront toutes seules. Lorsqu'il y aura un pays émergent puissant qui va s'imposer et qui aura une langue, les gens vont se mettre même spontanément à la langue. Parce que si c'est là-bas que tu dois faire des affaires... Un peu comme le Nigeria. Oui, si c'est là-bas que tu dois faire des affaires, c'est le pays émergent et tout. Les gens vont s'y mettre tout seuls. C'est comme le chinois aujourd'hui. Hein? Il y a 20 ans, 30 ans, qui voudrait apprendre le chinois? Dis, mais je n'ai pas de temps à perdre. Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un à l'étranger d'apprendre le gangbei, il dit, je vais faire quoi avec? Et il aura raison, parce que les gens, ils veulent une utilité à la chose. Donc, où est-ce que tu vas parler ça? Comment je vais utiliser ça pour mon business? Comment je vais utiliser ça pour faire traduire les ouvrages, lire les ouvrages étrangers? Je suis chercheur, etc. Donc, il y a une utilité à la chose. Hein? Ça ne se fait pas comme ça. Mais les choses évolueront d'elles-mêmes. Hein? Mais, comme je le dis, n'oublions pas les rapports de force. Parce que le rapport de force, ça correspond aussi à une influence dans le monde. Hein? Tout le monde, les instituts Confucius qu'on installe partout dans tous les pays africains. Il y a même un conflit en Afrique du Sud, là, où les gens se disent ils vont subir une colonisation chinoise. Là. Ils s'opposent parce que là-bas, on enseigne le Zoulou, on enseigne le Xhosa, on enseigne au moins 2 ou 3 langues africaines qui sont des langues d'enseignement. Et là, justement, ils voient comme une concurrence déloyale parce qu'avec les moyens de la Chine, etc., donc il y a une levée de bouclier. Donc c'est pour vous dire que l'influence des langues est liée à l'influence des pays. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aussi une politique volontariste de nos États pour développer d'abord les langues locales. Hein? Et après, on verra au niveau de l'Afrique. Et là encore, ce ne sera pas un décret, ce sera une influence. Hein? Tout le monde voudra s'y mettre spontanément. Alors, professeur, vous êtes enseignant à l'Université de Lomé, vous corrigez les copies, vous le faites déjà depuis quelques années. Maintenant, dans l'évolution, est-ce que vous avez l'impression que le niveau progresse ou se dégrade? Non, le niveau de maîtrise de la langue le niveau des étudiants de l'enseignement est dégradé au Togo depuis quelques années. Pourquoi? Parce que du fait de la progression de la démographie, les moyens de l'État n'ont pas suivi. Ce qui fait que quand l'État construit d'énormes salles de classe où on peut entasser 150 personnes, moi j'ai dénoncé ça depuis longtemps, qu'il faut diviser les classes par 2. Comme ça, tu ne pourras pas mettre 100 élèves, tu ne pourras pas mettre 50 bancs pour que les élèves s'y entassent. Or, il faut aussi recruter des enseignants. Parce que, voyez-vous, si vous voyez à l'université, par exemple, pour le département de lettres modernes, il y a une trentaine d'années, en première année, les étudiants ne dépassaient pas 60. Hein. Aujourd'hui, ils sont près de 500, 400, 500. Une explosion. Et pour le même nombre d'enseignants. Et bon, je ne parle pas du droit, de la socio, de l'économie, là c'est pire. Et les étudiants même surnomment ces départements Chine populaire. Hein. C'est vous dire que quand l'encadrement ne suit pas, ben forcément, le niveau se dégrade. Parce que le pauvre enseignant, lorsqu'il a devant lui 15, 20 étudiants, tout le monde réussit. Mais quand le nombre est multiplié par 30, 40, c'est foutu. Merci. Je ne voudrais pas qu'on termine sur cette note négative. Alors, c'est la fin, malheureusement, de cette émission. Le temps que nous avons imparti est épuisé. Merci à vous, cher professeur Ayayi Pedoama Togo Ata, d'être passé dans cette émission de décryptage. Donc, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.